maîtres, les coraux. Et petit huilateye. Comme à l'accoutumée. Nana wa yao. Sommes de nouveau de sortir. Taratu arur arhei. L'oreille est hardie. Restez hardi, moussaillon, moussaillon, moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue en 2025 dans l'émission qui continue d'ausculter les cultures des Outre-mer. D'une année à l'autre, on aimerait laisser derrière nous tout ce qui ne s'est pas bien passé dans nos vies intimes et dans le monde. Des tourments personnels jusqu'aux horreurs visibles sur la planète. D'un coup de baguette magique du 31 décembre au 1er janvier, passé minuit, tout s'effacerait magiquement. Sauf que tout ça, en fait, se poursuit d'une année sur l'autre et il n'y a pas de magie. Et d'ailleurs, cela serait-il souhaitable ? Car certains voudraient effacer, par exemple, les conséquences néfastes de certaines périodes, prenons au hasard hier l'esclavage ou la colonisation, et tout oublier comme par magie aujourd'hui encore. Oublier l'éradication des peuples, leur soumission, leur déshumanisation, etc. Tout ça oublié au profit d'une mémoire biaisée et fausse qui ne tiendrait compte que de soi-disant bienfaits de la colonisation par exemple. Bref, ne pas oublier et continuer l'œuvre de mémoire entreprise par certains humanistes, historiens et artistes. Voilà les vœux que l'oreille formule pour garder à l'esprit qu'aujourd'hui ne s'entend que grâce à hier et qu'il est important de poursuivre ce travail et ce chemin. C'est ce que fait brillamment notre invité du jour avec sa troupe de comédiens et de musiciens avec un spectacle qui, tout en dénonçant l'absurdité et la folie de la colonisation, parle de ce qui a lié aussi ensemble certains peuples ou groupes de femmes et d'hommes, l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie, la France, mêlée par l'histoire, avec un grand H, une histoire sombre d'où a jailli trop rarement la lumière, sauf à l'aune peut-être d'une fraternité de souffrance entre les peuples ou les groupes opprimés. Notre invité nous racontera comment il a conçu ce spectacle et comment se sont traduites les rencontres théâtrales, musicales, humaines, visibles sur scène. Au creux de notre oreille cette semaine, Abdelwaheb Sefsaf. Mesdames et messieurs, bonsoir. Abdelwaheb Sefsaf, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur et le metteur en scène de ce spectacle intitulé Khaldoun, spectacle de grande envergure qui nous mène par exemple de Brest en Algérie, de l'Algérie en Nouvelle-Calédonie. Bref, un spectacle qui mêle 3 mondes, 3 peuples, 3 révoltes pour reprendre une partie de l'argument que vous donnez pour parler de ce spectacle. Avant de parler de cette pièce, parlons un tout petit peu de vous. C'est la tradition de l'oreiller hardi, l'autoportrait de l'invité. En quelques mots, comment vous présenteriez-vous au monde pour mieux entendre ce que vous allez nous raconter tout au long de cette rencontre ? Je suis né à Saint-Étienne dans une famille ouvrière d'origine algérienne. J'ai été formé au théâtre à l'école de la Comédie de Saint-Étienne, une école nationale supérieure d'art dramatique. J'ai ensuite fondé un groupe de musique. J'ai créé une compagnie de théâtre et je dirais naturellement, les deux se sont rencontrés après que le groupe que j'avais fondé qui s'appelait Désoriental, avec lequel on a eu un périple international, après que Désoriental ait fini sa longue traversée, les deux sphères du théâtre et de la musique se sont retrouvées autour d'une deuxième compagnie que j'ai fondée en 2011 qui s'appelait la compagnie Nomade in France, avec laquelle je fabrique depuis du théâtre musical. Et parmi donc ces spectacles musicaux, Khaldoun, qui a été créé en octobre 2023 et qui poursuit sa route cette année en 2025, a commencé par quelques dates parisiennes jusqu'au 19 janvier au Théâtre de la Tempête. Il s'agit d'une recréation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pourquoi recréation ? Parce que ce spectacle, finalement, c'est un défi d'écriture, de composition. On compose pour un ensemble de 9 musiciens, un ensemble de musique ancienne. C'est un défi au niveau d'écriture parce que tout le long du processus, je me suis posé la question de savoir si ça allait être un récit ou vraiment du théâtre, c'est-à-dire un récit avec effectivement un narrateur, quelqu'un qui raconte une histoire, ou vraiment du théâtre où les personnages s'incarnent, mais ça coûte beaucoup plus cher, ça prend beaucoup plus de temps. Et naturellement, on a d'abord commencé par le récit.
Et puis, petit à petit, on a évolué vers une forme théâtrale, donc d'où la notion de recréation. La version récit existe toujours. Elle s'appelle Khaldoun Requiem ou le pays invisible. Et c'est un spectacle qui dure 1h15 à peu près. Et la version théâtrale, elle prend plus de place, à la fois au niveau du décor, qui est assez spectaculaire, puisque le décor recrée tous les lieux du récit, on en parlera peut-être un petit peu plus loin, et plus de place aussi parce qu'il y a 19 personnes sur le plateau, je l'ai dit, un grand ensemble de musique ancienne, beaucoup d'acteurs, donc tout ça prend plus de temps et plus de moyens. Alors avec Khaldoun, nous naviguons autour des années 1870 entre les conséquences de la Commune de Paris, avec la révolutionnaire Louise Michel, on parle du soulèvement mené par Bou Mesrag El Mokrani en Algérie, et puis on parle de la révolte kanak menée par le chef Ataï en Nouvelle-Calédonie. Question simple, qu'est-ce qui vous a poussé à vous emparer de cette période et de ces géographies ? C'est une lecture d'un livre qui s'appelle Kabyles du Pacifique, qu'on m'a offert en 1994, ça remonte à quelques années déjà, et je n'avais, comme parfois, pas pris le temps de lire le livre qu'on m'avait offert. Et comme ça arrive souvent. Comme ça arrive souvent. Et je l'ai repris à l'occasion d'un devoir, un exposé que devait faire mon fils sur Louise Michel. Et je savais que ce livre en parlait en particulier, mais je me rappelais plus exactement sous quelle langue. Mais c'est comme ça, en tout cas, que j'ai découvert l'histoire de cette révolte algérienne que tous les Algériens connaissent. La révolte d'El Mokrani est très célèbre, mais on la connaît dans les grandes lignes, on va dire. Mais là, j'ai découvert surtout le sort qui avait été réservé à ces révoltés, c'est-à-dire qu'ils ont été massacrés, condamnés à mort, puis ensuite, pour un certain nombre d'entre eux, les peines ont été commuées en peine de bagne à vie. Et en suivant le trajet de ces Algériens, je découvre qu'ils vont, après avoir été condamnés, faire le tour de France des bagnes, Toulon, Cannes, Rochefort-du-Gard, La Rochelle, pour arriver jusqu'au fort de Quélerne, sur la rade de Brest. Et là, ils rencontrent d'autres révoltés que sont les communards dont la révolte a été matée, qui ont eux aussi été condamnés à mort, puis les peines de mort commuées en peine de bagne à vie. Ils vont fraterniser, et cette fraternisation, elle va prendre plus corps encore quand ils vont traverser pendant 6 mois durant 3 océans pour arriver jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et je me rends compte que dans cet espace-là, très étroit d'une décennie, il y a une 3e révolte qui va naître avec précisément l'arrivée de colons volontaires ou involontaires, parce que les bagnards ne sont pas vraiment des colons volontaires, mais qui vont bouleverser l'écosystème kanak, et c'est ce qui va générer une 3e révolte en 1878, la révolte des Kanaks. Alors vous avez un point commun avec Alice Zeniter, que nous avions reçu aussi dans ce podcast, et notamment avec son dernier roman, Frapper l'épopée, parce qu'elle a aussi découvert ou redécouvert cette histoire, ce lien entre l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie à travers effectivement les exilés des révoltes en Algérie vers la fin du 19e siècle, et effectivement leur participation finalement à la constitution de cette communauté, on va dire calédonienne, pour parler plus large. Et elle aussi imagine ces rencontres dans le passé sur un plan à la fois politique, à la fois social et à la fois même mystique aussi entre ces peuples. Est-ce que c'est l'angle de la colonisation qui vous a le plus intéressé, ou est-ce que c'est plus intime à travers vos origines algériennes, pour vous dire là il y a matière à spectacle, ou beaucoup plus une volonté politique et artistique? Alors, pour répondre à la question beaucoup plus par l'intime, mais pour la petite histoire, il se trouve qu'on s'est rencontré avec Alice Zeniter sur le Caillou, puisqu'elle était en résidence au moment où nous on créait la première version dont j'ai parlé, Khaldoun Requiem, qu'elle est venue voir d'ailleurs une première sortie de résidence. On a eu l'occasion de parler de nos approches respectives. Et voilà, moi je me réjouissais aussi que cette période qui a été longtemps passée sous silence, et puis ce territoire qui est finalement très mal connu, qu'il ait 2 éclairages distincts, la forme que je revendiquais qui est une forme théâtrale, où à ma connaissance il n'y a pas de précédent, je ne crois pas qu'on ait écrit d'œuvres théâtrales en tout cas sur ce sujet-là, et un roman d'une grande autrice comme Alice Zeniter. J'étais très heureux de ça. Donc pour simplement dire pourquoi sur l'intime, et c'est ce qui nous rapprochait aussi avec Alice Zeniter, c'est que elle a aussi une démarche d'introspection sur ses propres origines, sur son histoire, avec les volets qu'on connaît et ceux qu'on connaît moins, qu'on devine, qu'on perçoit, qu'on essaie de recréer, entre guillemets, à travers les différents témoignages qu'on peut avoir. Et pour ce qui me concerne, je sais que ma famille, par exemple, a été déportée au 19e siècle. Je ne peux absolument pas affirmer que ça soit suite à la révolte de 1870, sauf que ça ressemble très étrangement aux procédés coloniaux de cette époque-là, où les grandes familles, parce que la famille Sefsa était une grande famille, une grande tribu, on divisait ces familles-là, on les répartissait sur tout le territoire,
Et après les révoltes en particulier, on a divisé les familles pour leur enlever de la force, quoi, tout simplement. Et on va retrouver d'autres liens, et c'est ça qui m'a frappé au niveau encore une fois, de l'intime, beaucoup de liens entre l'Algérie et la Calédonie, notamment à travers le code de l'indigénat, qui va arriver après le code noir pour restaurer une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom, puisqu'on crée dans le code de l'indigénat les conditions de l'esclavage sans véritablement que ça soit de l'esclavage, enfin que ça soit officiellement de l'esclavage. Vous prévenez, c'est clair, vous dites tout ce que je vais vous raconter, tout ce que nous allons vous raconter est vrai, et dans les faits, tout est vrai. Après, vous vous autorisez quelques rencontres fictives. On en parlera tout à l'heure, la symbolique effectivement de cette rencontre. Louise Michel, Ataï et puis Aziz, le personnage qui effectivement a été exilé suite au soulèvement en Algérie. Mais tout est exact. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu à forcer beaucoup. Votre talent d'auteur, parce que toute la matière était là, et il y a certains passages, on a du mal à croire que tout ça existait. Je le dis sans aucune fausse modestie dès l'introduction, en disant ce que vous avez entendu et allez entendre a réellement existé. Je dis évidemment que j'ai peut-être inventé les mots, mais pas les faits. Et effectivement, c'est ça qui est frappant dans cette histoire, de se rendre compte, c'est tellement énorme ce qui se passe, c'est tellement aberrant aussi. Ignoble, enfin je veux dire c'est tellement une tragédie incroyable qu'on se dit non, c'est pas possible, et je n'ai absolument rien inventé. J'ai triché sur quelques dates, par exemple je fais rencontrer Aziz Ben Cheikh Al-Haddad, le fils de la révolte. Il y a deux grands leaders de la révolte algérienne, c'est Mokrani qui est le nom le plus connu qui a donné son nom à la révolte, et Al-Cheikh Al-Haddad qui est un leader spirituel qui va lever toute une armée, etc. Et lui, il va mourir en prison. Il est condamné à 5 ans, mais il va mourir au bout de 5 jours. Et c'est son fils qui va reprendre le flambeau, Aziz. Et on sait qu'il a rencontré Louise Michel, mais j'ai simplement émis l'hypothèse tout à fait improbable, parce que chronologiquement, ça peut pas marcher, qu'il l'ait rencontré dès le fort de Kellern, juste avant la déportation. En réalité, il l'a vraisemblablement rencontré en Nouvelle-Calédonie. Il fallait à la fois que c'est des allures de conte, mais pas invraisemblable. Ou alors c'est l'invraisemblabilité portée par la réalité. Et ça, vous avez mêlé les deux, et constamment on est sur ces deux registres-là tout au long du spectacle. Alors là, pour le coup, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire, c'est d'être irréprochable au niveau des faits. Moi, j'aurais pas supporté, par exemple, de pas être exact sur le nombre de déportés, sur la réalité des 6 mois de traversée, dans des cages d'1,50 m de haut, etc. J'aurais pas supporté de raconter des sornettes, de pas être exigeant sur la réalité des faits. Moi, j'ai un de mes auteurs fétiches qui est Amin Malouf, qui est un historien romancier, et j'ai tellement apprécié de pouvoir me régaler, de découvrir des pans entiers de notre histoire à travers des romans. C'est tellement une façon délicieuse de découvrir l'histoire. Je me suis dit, voilà, je me suis astreint à cette même exigence de me dire les faits doivent être rigoureusement exacts. Mais on fait tellement un travail de lecture, de documentation, etc., que la difficulté, c'est de retrouver une fibre beaucoup plus, je dirais, romanesque, littéraire, théâtrale, quand on est obsédé par les chiffres, l'exactitude de ce qu'on rapporte, etc. Donc j'ai dû un peu oublier, je me suis accordé un temps pour oublier ce que j'avais appris, pour retrouver une écriture moins abrupte, plus théâtrale en fait. Et ensuite, j'ai proposé à la relecture le fruit de mon travail à 2 historiens, dont un qui a inspiré quelques scènes à travers le récit de son histoire, l'histoire de sa famille, qui se sont chargés de corriger les éventuelles inexactitudes. Il fallait quand même des symboles et des images positives, parce que pour l'instant vous racontez pas des choses d'une folle gaieté. Le poids de cette histoire de la colonisation notamment, c'est quand même assez terrible à entendre quand on sait les sorts réservés finalement à chacune des communautés. Mais entre les communards, entre les révoltés d'Algérie et les guerriers Kanak, vous aviez besoin de montrer ce symbole-là, de la rencontre des peuples. Ça, c'était aussi important. Oui, parce que, alors ça, pour le coup, c'est aussi une représentation que j'ai vue à Nouméa, dans un musée qu'on retrouve dans beaucoup de documents en Nouvelle-Calédonie, où on voit un communard, un Algérien en habit traditionnel, parce que c'était des déportés, donc des prisonniers politiques, et parmi les droits qu'ils avaient, ils pouvaient demander à être habillés selon leur tradition, et un Kanak. Et cette image-là, elle est très belle, on la voit dans beaucoup d'endroits, et je trouvais ça très symbolique et tellement incroyable quand on voit ces 3 tenues, ces 3 univers, ces 3 dimensions là qui se rencontrent dans une seule image. Je me suis dit, si le spectacle arrivait à recréer cette image-là, cette sensation-là, l'incongruité de cette image
ça serait bien. Vous parliez de l'exigence que vous aviez, c'était aussi une triple responsabilité. Rester fidèle aux idées politiques, humanistes véhiculées par les communards, rester fidèle au sens et à la culture que portaient les déportés d'Algérie, et rester fidèle aussi aux coutumes, aux traditions, à la philosophie kanak. Ça a été facile à gérer, ça aussi, cette triple responsabilité dans les mémoires. Je les ai construites un peu l'une après l'autre. Celle qui m'apparaissait la plus évidente, et puis celle pour laquelle surtout je me sentais la plus grande légitimité, c'était l'histoire d'abord de ces déportés algériens, de par mon histoire évidemment. Ensuite, dans un deuxième temps, je me suis beaucoup documenté sur l'histoire de la commune, et il s'est trouvé qu'au moment où j'écrivais le spectacle, on fêtait les 150 ans de la commune, donc il s'est trouvé qu'il y a eu une abondance de parutions, de rééditions, donc ça a facilité mon travail, mais vraiment, l'étape la plus difficile, ça a été d'écrire, ou de se sentir plus exactement légitime pour écrire sur l'histoire des Kanaks. Et ça, pour ça, j'ai dû attendre de faire un premier voyage en Nouvelle-Calédonie, d'aller en tribu, de rencontrer un certain nombre de représentants culturels et des représentants symboliques comme les fils de Jean-Marie Djibaou, parce que je voulais aussi être en prise avec l'histoire contemporaine des Kanaks. Et c'est une fois que on a fait cette traversée-là, c'est une fois qu'on a joué aussi en tribu, on a fait des concerts en tribu, qu'on a fait monter avec nous sur scène des artistes kanak pour métisser, faire rencontrer nos deux cultures. C'est seulement après ça que j'ai pu commencer à écrire. J'avais lu un certain nombre de choses sur la culture kanak, mais comme on le sait quand on connaît un peu la Calédonie, la culture kanak, elle est d'abord et avant tout orale. Et il fallait d'abord que je rencontre cette oralité avant moi-même de pouvoir écrire sur les Kanaks. C'est-à-dire que vous avez fait une culture intellectuelle en vous repaissant de tout ce savoir. Oui. Ensuite, vous avez fait une coutume, je dirais presque artistique et spirituelle en vous rendant sur place. Vous aviez besoin de ça pour, encore une fois, asseoir une forme de légitimité. C'était comme un passage obligé. Vous pouviez pas, vous pensez que vous n'auriez pas pu avancer sans ça? Non, je pense pas. Et d'ailleurs, pour commencer, on a fait la coutume au Sénat coutumier à Nouméa. Et ensuite, pour raconter une petite histoire, la première fois que je suis allé en Calédonie, j'ai découvert l'histoire des 10 de Tiendanit. Donc c'est une histoire que le public découvrira en venant voir le spectacle, une histoire qui va concerner la famille Djibaou, puisque c'est un attentat qui va être organisé en 1984, dans lequel Jean-Marie Djibaou est censé perdre la vie, puis finalement c'est ses deux frères qui vont perdre la vie. Ils sont 10 en tout, c'est pour ça qu'on appelle. Enfin, ils sont 17 victimes, mais 7 vont survivre et 10 vont mourir. On me raconte cette histoire et on m'amène dans les lieux de l'histoire, la vallée d'Oignat, où va se dérouler ce guet-apens. Et cette histoire, elle m'est racontée par précisément le fils de Jean-Marie Djibaou, par Pascal Djibaou. Et je repars, je suis bouleversé par cette histoire et j'ai absolument besoin d'écrire là-dessus. Donc j'écris une chanson qui s'appelle Tiendanit, précisément. C'est le nom du village de ces 10 et c'est notamment le village de Jean-Marie Djibaou. Et quand je reviens un an plus tard pour restituer ce qu'on a écrit, composé avec Georges, etc., et l'ensemble Canticum Novum, je fais la coutume auprès de Pascal Djibaou devant la chefferie du village de Tiendanit. Et je lui dis, voilà, ce soir on joue à Yingen. C'était important pour nous de jouer en territoire kanak. Et ce soir on joue à Yingen. Je viens pour l'inviter officiellement à venir voir le concert. Il me dit, oui, je vais venir voir le concert. Mais avant toute chose, il faut que vous veniez avec moi. Il nous accompagne jusqu'aux tombes des 10 de Tiendanit. Donc là, on fait la coutume devant la tombe des 10, devant les tombes des 10. Puis ensuite, il nous amène devant la tombe de son propre papa, Jean-Marie Djibaou, devant lequel on va faire également la coutume. Et là, il nous dit, avant de chanter à Ingen, c'est ici qu'il faut chanter cette chanson. Et là, on est complètement désarmés parce qu'on est arrivé comme ça. Et au final, les musiciens vont prendre ce qu'ils ont sous la main, le percussionniste va prendre des baguettes, il va jouer sur des éléments qu'il va trouver ici et là, enfin bref. Et on va chanter cette chanson devant les anciens, devant les invisibles, selon la tradition kanak. Et ça va tellement, moi, me charger, c'est tellement un moment émouvant, comme vous pouvez l'imaginer, qu'il y aura définitivement un avant et un après. Et là, je me sens, à ce moment-là, effectivement, il y a une espèce de rituel qui fait que là, subitement, je me sens vraiment légitime à prendre ensuite cette histoire et venir la raconter ici. Pour le coup, on ne reste pas qu'à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que l'important est aussi de montrer les tristes conséquences jusqu'à, alors on va dire nos jours, même si ça fait déjà 40 ans. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est édifiant dans votre spectacle. C'est que finalement, on a l'impression qu'on apprend très très peu de l'histoire, en fait.
que j'ai voulu raconter, c'est que finalement la révolte c'est une trajectoire. Moi je dis que ma théorie c'est que ce fameux refrain, cet adage des communards qui disent la commune vaincra, pour moi c'était plutôt une phrase prophétique, prémonitoire. Je pense que les communards avaient conscience qu'ils se sacrifieraient pour leur cause et que par contre c'était leurs idées qui triompheraient. La commune vaincra. Et pour les Kanaks, je voulais aussi faire entendre que je raconte l'histoire d'Ataï, qui est une histoire très très méconnue, qui est le héros de la révolte de 1878. Bon, on n'a peut-être pas le temps là pour raconter toute l'histoire d'Ataï, mais cette révolte qui va être matée, je voulais raconter que c'est une trajectoire, encore une fois. C'est-à-dire qu'il va y avoir la révolte d'Ataï, mais en 1878, à laquelle va répondre la révolte de 1917, à laquelle va répondre la révolte de 1984, à laquelle répondra également l'affaire de la grotte d'Ouvéa, et plus récemment encore, les émeutes qu'on voit aujourd'hui, à laquelle on ne trouve aucun fondement, mais uniquement quand on n'est absolument pas capable de chercher un peu à comprendre, à connaître l'histoire de ce territoire. Parce que les émeutes d'aujourd'hui, elles ont pour fondement, évidemment, toute cette chaîne de révoltes au fil du temps, au fil des décennies. Voilà, je voulais que le spectacle ne soit pas une œuvre de musée. Le parti pris est de dire qu'on peut réparer nos blessures, à condition d'être capable de se retourner sur notre passé. Il ne s'agit absolument pas de juger, d'incriminer, de demander de la repentance, etc. Ce n'est pas du tout mon propos. C'est de dire simplement, ça a existé, ça n'est pas glorieux, on peut l'entendre et on est vraiment beaucoup plus en paix une fois qu'on a affronté notre histoire qui constitue notre tronc commun. Première pause musicale dans cette oreille hardie. Nous allons en profiter pour entendre à quoi ressemble musicalement Khaldoun. Et c'est vous, Abdelwaheb Sefsaf, qui allez nous indiquer quels extraits nous allons entendre. Alors, quel est votre premier choix ? Et une fois révélé, vous allez rapidement nous resituer à quel moment du spectacle nous avons affaire. Alors c'est quai numéro 5 et c'est une chanson qui est juste après une scène qui s'appelle la scène de Oumaziz où une mère vient dire au revoir à son fils sur le quai numéro 5 qui est le quai de la déportation en Algérie. Elle lui dit au revoir comme on dirait au revoir à un mort puisqu'elle sait qu'elle ne le reverra plus jamais. Il est déporté à vie. Alors écoutez, vous allez faire le DJ Sefsaf, vous allez nous redonner le titre, redonner ceux qui du coup interprète ce morceau et puis son auteur que je crois que j'ai en face de moi, c'est ça ? Absolument. Et par contre le co-compositeur c'est Georges Bourg. On a écrit les musiques comme d'ailleurs toutes les musiques de mes spectacles avec Georges Bourg. Quai numéro 5. Une femme jette son corps dans la mêlée. Quai numéro 5, une inconnue perce les rangs. Aujourd'hui, son fils part pour toujours. Ce n'est pas la mort qui l'arrache à son sein, c'est la France et un jugement assassin. Lui a défendu son paradis de pierre fendue et d'argile sèche, sa plaine de blé dur, sa forêt de figuiers blancs, son trésor d'olives pressées et de menthes séchées. À l'enfer, la mère au deuil d'un fils vivant. Elle va lui dire un dernier mot, le serrer dans ses bras. Elle va mourir ici, au pied de son beau cèdre, son fier soldat de l'Istiqlal. Khaldoun Requiem, Khaldoun Requiem. L'oreiller hardi, Patrice et Lydie Kozak. De retour avec Abdelwaheb Sefsaf, auteur et metteur en scène de Khaldoun, qui part donc en tournée en 2025, a commencé en ce mois de janvier par des dates au Théâtre de la Tempête à Paris, théâtre où nous nous trouvons actuellement. Je vous cueille en pleine répétition à 4 jours de cette nouvelle première. Khaldoun ne pouvait pas se monter sans la participation directe des pays dont vous parlez sur scène. Comment vous les avez trouvés ? Alors certains peut-être étaient déjà dans votre troupe, d'autres, est-ce que vous êtes allés à nouveau en Algérie rechercher comédiens ou des musiciens particuliers, puisque l'idée c'était aussi d'entendre des instruments du cru. Et pour la Nouvelle-Calédonie, comment est-ce que vous avez sélectionné celles et ceux qui jouent avec vous ? Eh bien, je dirais modestement, en allant dans les pays concernés, dans les territoires concernés. Je suis allé en Nouvelle-Calédonie où j'ai rencontré un certain nombre d'artistes et j'ai été absolument subjugué par le tempérament de Simané Venetem, qui est une star en Nouvelle-Calédonie. Je l'ai tout de suite imaginé dans le rôle d'Ataï et puis dans la démarche qui est la sienne de mêler
la danse traditionnelle kanak avec la danse urbaine. Je trouvais qu'il y avait une telle grâce, une telle beauté. Voilà, ça m'a frappé tout de suite. Je me suis dit, bon voilà, ça c'est évident que j'avais besoin de cet ingrédient pour le spectacle. Ensuite, Fodil qui joue Aziz, pour moi il fallait que ça soit un Algérien d'Algérie parce que tout simplement il parle kabyle, que c'est du kabyle surtitré. Mais je voulais vraiment qu'on entende la langue dans ce spectacle. On entend le kanak, on entend le kabyle, on entend le français. Pour moi, c'est quand même important qu'on entende ce brassage-là. Et je voulais qu'il y ait un jeu qui est singulier. Les acteurs algériens ne jouent pas comme les acteurs français. Et je voulais qu'il y ait ce jeu-là sur scène. Lui qui a été formé au Théâtre National d'Alger, dans une des plus grandes, la plus grande école d'ailleurs de théâtre en Algérie. Voilà, je voulais qu'il y ait cette force-là, il y ait cette singularité de jeu entre le jeu de Siman quand il fait Ataï, Aziz. Voilà, il y a des jeux différents. Et puis les acteurs métropolitains qui jouent, je dirais, comme on apprend à jouer en France. Il y a vraiment une différence. Concernant la musique, le casting, ça a surtout été une rencontre en réalité avec Emmanuel Bardon, le directeur de l'ensemble Canticum Novum. C'est une rencontre qui s'est faite il y a un certain nombre d'années. Lui dirige un ensemble de musique ancienne. J'ai toujours été un grand fan de cet ensemble. J'ai d'abord rêvé à une collaboration et puis à un moment donné, quand j'ai commencé à écrire le texte, à un moment donné, ça a été évident que je voulais ancrer cette musique qui est une composition avec Georges, je l'ai dit tout à l'heure, Georges Beau, dans une espèce de passé imaginaire, comme si elle avait toujours existé. Et c'était pour moi une évidence que finalement, je pouvais recréer cette impression-là avec un ensemble de musique ancienne, avec des instruments qui ont 3000 ans, 2000 ans, 1000 ans, le nickel harpa, le canoun, la flûte cavale. Le spectacle, il est aussi dans la diversité des arrangements, des instruments et des approches artistiques, quoi. Et il est aussi donc beaucoup dans les lumières que l'on voit et dans les décors que vous déployez. Ça, c'était important pour... On aurait pu l'imaginer ou le symboliser par un élément. Vous avez vraiment voulu trouver des manières d'être en Algérie, d'être en Nouvelle-Calédonie, d'être dans une cellule de bagne, d'être à Paris. Enfin, vraiment, il y a des truchements, des projections à certains moments ou des éléments de décor. Il fallait vraiment singulariser ces moments-là et vous êtes allé dans un certain détail, ce qui effectivement donne un côté beaucoup plus grandiose encore à votre spectacle. Ça, il n'y avait pas moyen de transiger là-dessus. Non, parce que en fait, l'idée c'est que tout ça s'est inventé au fur et à mesure que j'écrivais. Je me rendais compte que cette histoire elle est complexe. On parle, vous l'avez dit tout à l'heure, de 3 révoltes, mais aussi 3 peuples et aussi 3 continents, avec des réalités diverses. Et à un moment donné, ça se rencontre. Et c'est pas simple pour les gens de suivre. Donc déjà, la première des exigences, ça a été que les costumes soient des costumes d'époque. Je voulais vraiment, d'abord, parce que je trouve très beau d'imaginer sur un pont de bateau des officiers de la marine marchande du 19e, des prisonniers communards en habits d'artisans et des Algériens en habits traditionnels de l'époque, c'est-à-dire avec gandoura, abaya, etc. Ce qui est une réalité strictement historique. C'est vraiment ainsi que ces gens-là se retrouvaient ensemble sur le pont de ce bateau. Je me suis dit, bon, ça, c'est trop beau à raconter. Il faut que ça existe, il faut que les gens voient ça. Mais ça permet, au-delà de ça, de mieux suivre le récit. Parce que les costumes sont très clairement identifiés, j'arrive mieux à comprendre les époques, qui parlent, d'où ils parlent, etc. Et de la même manière pour les décors, je parlais tout à l'heure du quai numéro 5 qui est le quai de la déportation. On représente ce quai il était devant l'ancienne porte de la Casbah. On a recréé l'ancienne porte de la Casbah. Il y a 2 raisons à ça. C'est que là, il n'y a pas d'ambiguïté possible, je sais où je suis. Et ensuite, cette porte de la Casbah, elle va être détruite par le pouvoir colonial parce que il y avait un accès direct de la Casbah vers la mer et le pouvoir colonial va vouloir empêcher cet accès direct et donc cette Casbah elle a disparu. Cette porte de la Casbah elle a aujourd'hui disparu. Donc je voulais, il y a toute une dimension symbolique mais qui porte en réalité le spectacle. Je voulais qu'on voit le fort de Kellern pour qu'on comprenne qu'après on est parti, tous ces gens-là, avec leurs habits traditionnels, on voit l'anachronisme de voir ces gens-là. J'ai été très séduit, on a fabriqué les décors et les costumes à partir d'images de l'époque, de photos de l'époque, de cartes postales. Et il y a des photos où on voit ces gens en habits traditionnels au pied du fort de Kellern. Mais la photo, elle est à la fois magnifique et à la fois c'est surréaliste, vraiment. Et moi, je me suis dit, je voulais recréer ce surréalisme-là, cette pierre de granit typique de la Bretagne,
et ses habits très chauds, cette abaya, ses habits machin. Je voulais vraiment que ça existe et qu'on se dise, on les a fait partir de là. Puis ensuite, on arrive en Nouvelle-Calédonie avec encore une autre réalité, la brousse évidemment, le totem qui est un emblème extrêmement fort dans la culture kanak. Pour moi, donc, on s'est renseigné sur les symboliques pour recréer un totem qui ait un vrai sens. Donc, le totem avec les figures emblématiques qu'on retrouve sur le totem. Et pas parce que dans l'identité kanak, pour moi, c'était évident. Il y a la case, il y a le totem. Voilà. Donc, on recrée ces éléments-là on les construit pour parfois les déconstruire. C'est-à-dire que par exemple, il y a une image à un moment donné de la christianisation de la Calédonie qui est une réalité où en fait on plante une planche de travers sur le totem et ça devient une croix. On a créé un sacrilège, mais on a du point de vue de celui qui crée la croix, on a sacralisé, on a converti, on a purifié et on annule complètement la réalité culturelle. C'était pas gratuit, ça racontait quelque chose. C'est parce que ça raconte quelque chose, voilà. Et puis je sais pas si c'est surréaliste. Pour finir, et je voulais en parler que maintenant, il y a aussi de l'humour dans ce spectacle. Ce qui paraît paradoxal vu la prôté du sujet que vous abordez et de toute la souffrance que ça a généré jusqu'encore aujourd'hui. Il y a de l'humour. Est-ce que c'est la concession, je dirais, au côté spectacle, au côté théâtre, ou est-ce que c'est encore finalement pour mieux traduire, retranscrire l'ironie de l'histoire ? Non, honnêtement, c'est plutôt un trait d'écriture que j'ai. Je traite souvent de sujets graves, on va dire, mais toujours avec humour. Toujours. J'écris des tragicomédies. Je n'écris pas des tragédies. Je n'écris pas des comédies. J'écris des tragicomédies. Parce que dans la vie, bien souvent, on pleure comme on rit et la réalité d'une histoire, elle ne peut pas s'envisager que d'un côté. Et on rit d'autant plus qu'on se soulage en pleurant parfois, en étant ému par certaines images, et on pleure parfois encore plus abondamment, comme on abandonne des valises, pas comme on se charge de choses en disant c'est plombant, etc. Je déteste le pathos, vraiment je fuis le pathos. Mais des fois on est ému et on a envie de pleurer, mais quand on a ri abondamment avant, on pleure de bon cœur. L'idée c'est que tout contribue à nous délivrer, vraiment. C'est l'heure de votre deuxième choix, Abdelwaheb Sefsaf. Quel autre extrait de ce spectacle avez-vous envie de partager avec nous ? Alors, je vais prendre un titre à l'opposé de numéro 5 d'un point de vue culturel. C'est un titre qui s'intitule Montravel, qui s'est intitulé avant La Loire, qui est une espèce de chant religieux complètement réinventé pour l'occasion, mais qu'on chante à un moment donné où il y a une procession dans la brousse. L'oreille a du goût. L'enfance a un goût et Anne Bonneau nous le prouve dans l'oreille hardie avec ses interlocuteurs. Souvenirs comme ceux évoqués cette fois-ci par Marie-France à La Réunion. C'est l'odeur de Pompeia qui lui revient en tête et au nez en évoquant son enfance. Écoutez. L'odeur Pompeia. Une odeur ignoble. L'essence Pompeia. Ça t'es faux. Ça t'es faux. Aïe, c'est qui? Ben Malba. Ah, où t'es à l'église, là, t'es sous là, ouais? Ne critique pas, hein? Ça qu'elle n'avait pas à faire. À nous, quand ils mettent à nous un petit peu l'autre Cologne, quand on l'avait, l'autre Cologne. Et mais ouais, aujourd'hui, je te fais notre cérémonie, je te mets toujours ça dans notre culture, hein? Ne critique pas, hein? Il avait des malbattes, il vient à la messe. Nous avions une bonne malbatte et vivre que dans notre cour. Parce que nous, t'es un cour ouvert. Tu appelles ça la cour cadet, la cour Mariama, dans le fond la rivière. Voilà. Il avait beau peu créer, il avait malbat, avec tout. Avec Chinois, tout est vivant à côté. Mais d'où nous t'es formé une famille quand même.
C'est ça, pas la messe ensemble. Mais quand nous te retrouvons dans l'église, ben, nous cause. Voilà, l'église a délivrance. Là, grand matin, depuis 5h du matin, nous sommes debout pour aller à la messe. T'es fait noir quand t'es à la messe. 5h, tu commences la messe. Mais ça l'odeur pour payer, ça la marque à moi à vie, ça. L'oreiller hardi, Patrice et Lydie Kozak. Merci Abdelwaheb Sefsaf de nous avoir ainsi mis l'eau à la bouche pour ce spectacle Khaldoun, dont on va rappeler donc les dates parisiennes. C'est jusqu'au 19 janvier au Théâtre de la Tempête à Paris, et puis après je crois que ça bouge un petit peu, en tout cas sur ce début d'année. Oui, ça va jouer. Alors, ça va déjà jouer au Théâtre de Sartrouville, que j'ai le bonheur de diriger les 30 et 31 janvier. Ça jouera aussi à Lille, à Bourg-en-Bresse, à Rouen. Enfin, ça part en tournée nationale. Si je vous demande l'exercice en une phrase, de nous donner l'envie de nous rendre à l'une de ces représentations de Khaldoun, qu'est-ce que vous diriez pour donner envie? Je dirais que c'est un spectacle, vous l'avez dit tout à l'heure, spectaculaire. Le spectacle au service de l'histoire, du récit, le spectacle au service de la réparation et au service de notre propre délivrance. C'est un spectacle qui a l'ambition de raconter notre histoire commune au sens très large du terme, puisqu'on traverse un hémisphère pour en rencontrer un autre. Merci Abdelwaheb Sefsaf d'avoir mis vos mots, vos images au creux de notre oreille cette semaine. Et merci à vous, de l'autre côté de l'enceinte, de nous avoir suivis cette semaine encore. Pour réécouter ce podcast, rendez-vous sur lapremière.fr ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Les temps ont tendance à nous démontrer que parfois le pire est encore à venir, mais l'espoir est toujours là quelque part. D'ici le mieux, n'hésitez pas à mettre un peu de culture des Outre-mer et de culture tout court dans vos vies. Souquez ferme et restez hardi, moussaillon. À la semaine prochaine.